Alors, une brève introduction. L'idée de cette vidéo, c'est de faire un état des lieux, des perspectives qu'on peut avoir sur le marché immobilier en 2021. On est le 20 novembre, un vaccin a déjà été annoncé et a priori, sauf surprise, on n'attend pas de grandes nouvelles avant plusieurs mois qui nous permettront d'avoir des informations supplémentaires sur le marché immobilier. Donc je vais faire un état des lieux des fondamentaux, mais aussi des liens entre le marché immobilier et le monde de la finance, et en particulier des possibles interventions des banques centrales qui pourront avoir un effet positif ou non. Alors, sans surprise, moi je table sur un effondrement des prix cataclysmique, mais vous pouvez avoir un avis différent. À la fin de la vidéo, vous verrez qu'avec toutes les informations que je vais donner, bah, peut-être que vous aurez un autre avis que le mien. Alors, je vais commencer par les informations qui viennent de mes analyses personnelles que vous ne trouverez pas ailleurs, puis après je vais refaire une synthèse de toutes les informations qui sont déjà en circulation. Si vous aimez le contenu, pensez à l'abonnement et au pouce bleu, tout simplement pour qu'il soit diffusé, sinon ce ne sera pas le cas. Et comme on a beaucoup de choses à dire, on commence. Alors, avec la création monétaire, il y a un second argument qui est énormément utilisé par les économistes et experts immobiliers pour supposer qu'il y aurait prochainement une augmentation des prix de l'immobilier, et c'est l'épargne additionnelle qui aurait été faite par les Français pendant le Covid. Moi, j'en tire la conclusion exactement inverse. Mais bon, au mois d'août, a priori, il aurait été constaté que les Français auraient épargné 50 milliards d'euros de plus que d'habitude par rapport à une épargne qui est déjà élevée en temps normal, rien que parce que pendant le premier confinement, ils auraient moins consommé. Alors, c'est super, parce que, a priori, d'après les économistes, cet argent servirait d'apport finalement pour faire des projets immobiliers. Génial. Sauf que moi, j'ai sorti ma calculatrice, parce qu'en fait, en France, il y a 29,7 millions d'actifs et 17,2 millions de retraités. Donc, si on fait une moyenne, ça veut dire que pendant le confinement, pendant ces 2 mois de confinement, chaque épargnant aurait épargné, en plus de ce qu'il a l'habitude d'épargner, 1066 euros en plus. Donc pour un foyer avec deux personnes, en sachant qu'il y a déjà peut-être un des deux conjoints qui est en chômage partiel, chaque foyer donc aurait en moyenne économisé 2132 euros en plus de ce qu'il a l'habitude d'épargner. Ok. Alors, les plus grands épargnants en France en temps normal sont les artisans, les commerçants et les professions libérales, avec une épargne mensuelle moyenne de 2617 euros par mois. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont réussi à résister aussi longtemps à cette crise, parce qu'ils avaient d'énormes réserves de cash. Mais on l'a compris, eux, pendant le confinement, ils n'ont pas dû épargner beaucoup puisqu'ils avaient un chiffre d'affaires de 0 euros. Et puis après, si on prend les autres actifs, donc l'ensemble des actifs, y compris évidemment ces artisans, on est sur une moyenne beaucoup plus raisonnable de 904 euros par mois d'épargne. Et pour les retraités, on a une épargne de 190 euros par mois. Et donc là, on me dit que rien que parce que ces gens ne sont pas allés au restaurant, chez l'esthéticienne et à la librairie, c'est même pas une période de vacances, hein, donc rien que par ces petites consommations-là, et ben chaque foyer aurait réussi en moyenne à économiser 2132 euros de plus que d'habitude. Et là, tu dis, ben voilà, bravo, franchement, vous avez fait des efforts énormes, félicitations. Puis on se demande pourquoi vous ralliez avant, parce que finalement, il suffisait d'arrêter d'aller au resto et puis vous avez plein de pognon. Mais toi, tu te dis, toi qui regardes la vidéo, tu te dis, moi, mon foyer, il n'a pas économisé 2132 euros de plus que d'habitude pendant le confinement. Et puis quand on regarde dans le détail, on se rend compte que finalement cette épargne, 70% de cette épargne additionnelle, elle concerne uniquement 20% de la population la plus aisée. Alors 20% des plus aisés, c'est quoi? Ça dépend du type de foyer, mais pour un foyer pour un couple avec 2 enfants, les 20% les plus aisés, c'est ceux qui gagnent plus de 5818 euros par mois. À deux, hein, je parle des deux conjoints, pas par personne. Et donc, s'ils ont économisé les 70% des 50 milliards, ça veut dire que chacun de ces foyers aurait économisé en moyenne 7478 euros en plus de son épargne habituelle en n'allant pas au resto. Donc, ce sont devenus finalement des hippies, hein. C'est des gens qui mangeaient du caviar au resto tous les jours et qui sont devenus d'un seul coup des hippies. Formidable.
Donc voilà, au début, moi je pensais, on comprend qu'il y a un truc louche dans ces chiffres. Au début, je pensais que ces chiffres étaient faux et qu'on nous les présentait pour nous dire que finalement la consommation va repartir et qu'il n'y a rien de dramatique, voilà, pour nous rassurer. Mais comme j'ai tendance à penser que les théories complotistes sont les moins crédibles, j'ai émis une deuxième hypothèse qui est peut-être fausse, mais voilà, je vais vous l'exposer. Je pense que ça n'est pas de l'épargne. Je pense que ce cash, il vient de la vente des actions, puisqu'on a eu un marché boursier en très forte baisse, et donc que les gens ont vendu leurs actions en urgence, ils se sont retrouvés avec du cash. Alors c'est vrai que ce cash, il y a une partie qui est partie dans l'immobilier, qui était jusqu'à maintenant considérée en tout cas par certains comme une valeur refuge, ce qui explique qu'on a eu des achats un petit peu bizarres, par-ci par-là, autour des grandes villes, etc. Mais on voit bien que l'immobilier, il n'a pas explosé, et si l'immobilier était encore considéré comme une valeur refuge, en fait, les prix auraient explosé à la hausse. Pourquoi je dis ça? Parce que là, en novembre, on n'est même plus à 50 milliards d'euros d'économisés, on est à 86 milliards d'euros. Ça veut dire, c'est des sommes considérables, hein. Le marché, le marché immobilier en France, les ventes globales, c'est à peu près 200 milliards d'euros par an. Et là, on me dit que 86 milliards d'euros pourraient servir d'apport pour une augmentation des prix. Or, rien que si ces 86 milliards d'euros ils étaient investis, je ne parle pas de crédit, hein, je parle s'ils étaient investis bruts comme ça, sans servir d'apport pour un crédit, ça ferait déjà une augmentation des prix de 40%. Donc là, on comprend bien qu'en fait, l'immobilier n'est plus considéré comme des valeurs refuges et que les gens préfèrent garder leur cash pendant un an en banque, quitte à rien en faire, puisqu'il faut savoir qu'ils ont acheté aussi de l'or, hein, l'or a augmenté, mais bon, ils préfèrent garder ce cash en banque plutôt que de le placer dans l'immobilier. Alors, on peut supposer qu'ils attendent une augmentation du prix des actions pour le remettre en bourse, mais si tu veux, maintenant, ça fait un an, on est à 86 milliards d'euros, et il n'y a toujours rien, ou quasiment rien, qui est parti dans l'immobilier. Donc pour moi, c'est la preuve, cette épargne, c'est la preuve qu'on est déjà entré dans une crise immobilière. Est-ce que l'immobilier est encore une valeur refuge aujourd'hui? Donc vous l'avez compris, mon avis, c'est que non, mais on va rentrer un peu plus dans le détail à ce sujet. Alors je pense que c'est plus une valeur refuge parce que pour qu'il y ait des valeurs refuges, il faut qu'il y ait du risque. Or aujourd'hui, dès que vous avez une petite panique sur le marché action, vous avez immédiatement une intervention des banques centrales qui injectent de la monnaie en grande quantité. Donc vous pouvez avoir une baisse temporaire de marché action. Dans ce cas-là, les gens vont aller placer leur argent sur d'autres valeurs, sur du bear market, hein, concrètement, donc sur des valeurs qui vont être en augmentation hein, pour à peu près 3 mois. Mais de toute façon, tu sais qu'à moyen terme, il y aura nécessairement une intervention des banques centrales, et donc plus les chiffres sont mauvais, plus les banques centrales vont arroser de pognon, et donc les cours vont remonter. Et donc, dans ces conditions, bah, ça devient plus très intéressant de placer son argent dans des valeurs refuges à long terme comme l'immobilier, et ce qui fait que l'immobilier n'est plus de fait une valeur refuge. Alors pour qu'on puisse voir ça un petit peu en détail, on va regarder comment se sont comportées les valeurs refuges du Covid au cours de l'année 2020. Alors, on va commencer avec l'or. Je vous donne le prix de juillet 2018 pour l'or au kilo qui était à 38 000 $ le kilo. Pourquoi? Parce qu'au 1er janvier 2020, il est à 49 100 $, donc on voit qu'il y avait déjà une grosse augmentation. On se doutait qu'il allait y avoir une crise économique, ça c'était avant euh, qu'on entende parler du Covid, et le Covid n'a pas rajouté de bonnes nouvelles à ces doutes-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est la progression entre le 1er janvier 2020 et maintenant. Donc si je regarde au 9 novembre 2020, on est à 63 045 $ le kilo, donc ce qui fait une forte augmentation. Le 9 novembre 2020, l'après-midi, on a l'annonce du vaccin de Pfizer et ça retombe à 59 800 $. Donc, donc si vous voulez, on voit bien l'effet, à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, ça augmente, à chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle, ça baisse, donc effet valeur refuge. Ceux qui ont investi dans l'or ont gagné beaucoup d'argent. Alors, quand même, on voit que c'est pas une augmentation si énorme que ça. Pourquoi? Parce que le marché de l'or, c'est un très gros marché qui tourne aux alentours de 9,9 milliards de dollars. Donc pour faire bouger les prix sur ce marché-là, il faut vraiment envoyer de la monnaie. C'est ce qui a été fait en 2020, puisque en 2020, on a à peu près 2300 milliards de dollars qui ont été investis dans l'or au niveau mondial.
Si on estime que les Français, les investisseurs français ont investi à la hauteur de leur richesse, hein, j'ai fait un petit prorata avec le PIB français, on peut estimer qu'ils ont acheté pour 67,5 milliards de dollars, ou en tout cas, on le leur souhaite. Quand on parle évidemment de l'or, on parle évidemment des mines d'or, de tous les autres métaux précieux. On ne peut pas faire une liste exhaustive de toutes ces valeurs refuges, mais on va quand même citer le cas de l'argent, parce que si vous aviez acheté de l'argent au 1er janvier 2020 et que vous le revendiez maintenant, vous auriez fait 44% de bénéfices. Si vous aviez acheté juste après l'annonce du confinement et que vous revendez maintenant, vous auriez fait 100% de bénéfices. Ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui nous disent que l'argent n'est pas un métal précieux et une valeur refuge, que c'est un métal industriel. Alors certes, c'est un métal industriel, mais c'est également une valeur refuge, hein, manifestement. Une autre petite parenthèse, on a des youtubeurs, investisseurs immobiliers qui nous disent oui, mais ta banque, elle va pas te prêter de l'argent pour acheter de l'or ou du bitcoin. Alors ta banque à toi, elle va peut-être pas te prêter de l'argent pour acheter de l'or ou du bitcoin, ça c'est vrai. Mais les riches, eux, ils achètent bien des actions, des matières premières à crédit. Ça s'appelle la dette sur marge. C'est 43% des volumes échangés. Donc évidemment, plus les gens sont riches et plus ils achètent à crédit. Et on a tendance avec le temps à voir une augmentation de la prise de risque, c'est-à-dire que les gens s'endettent de plus en plus pour acheter des actions crédit. Donc il y a bien un effet levier, hein, comme pour l'immobilier. Alors, maintenant on va regarder le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un petit marché. Les crypto-monnaies en général, on est à 340 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui est quand même pas énorme. Mais ça s'est comporté comme une valeur refuge. Les prix ont doublé depuis le 1er janvier 2020. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc pas la peine de me poser la question, hein. Le Bitcoin, on l'a tous compris, c'est du vent, il n'y a aucune production. Mais écoutez, les gens avaient besoin de mettre leur argent quelque part, et puis le Bitcoin en a profité. Donc si on fait le même calcul que pour l'or, on peut estimer que les Français ont investi à peu près pour 10 milliards de dollars de Bitcoin en 2020. Les valeurs technologiques, le Nasdaq, donc américain, hein, c'est ce qui est le meilleur indicateur. Il y en a probablement d'autres, mais en tout cas, ça me donnera un bon échantillon. Alors là, pareil, belle progression sur un an de 24% par rapport au 1er janvier. Si je prends si on prend la progression par rapport à la baisse du mois de mars, bah, c'est une progression encore plus importante. Mais pour être rigoureux, on va se limiter à 1er janvier à maintenant, et donc on peut estimer qu'il a été investi sur le Nasdaq 3466 milliards de dollars cette année. Donc si les Français ont été malins et ont investi comme les autres investisseurs, on peut estimer qu'ils ont investi 102 milliards de dollars sur le Nasdaq. Vous allez me dire, le Nasdaq, c'est pas vraiment une valeur refuge comme les autres, puisqu'on a une production derrière, il y a eu une augmentation du chiffre d'affaires d'Amazon, de certaines sociétés qui faisaient du télétravail, etc. Alors certes, mais il y a quand même beaucoup de ces valeurs qui sont simplement des bulles spéculatives. Je prends le cas de Tesla, qui fait des voitures hors de prix électriques, qui ne trouve aucun acheteur, et des fusées pour aller sur Mars dont on n'a absolument pas besoin. Donc la valeur de Tesla a augmenté depuis le début de l'année de 540%, et même après le vaccin. Donc on voit que ça c'est juste de la bulle. On a dit aux gens que Tesla c'était une valeur technologique, qu'il fallait investir dedans, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, ils ont placé leur pognon jusqu'à ce que la bulle éclate. On va regarder un petit peu du côté des industries pharmaceutiques maintenant. Alors, on a le diagnostic. Je vais citer deux entreprises qui sont lyonnaises, puisque je suis lyonnais. Donc, Génoé et Biomérieux, qui ont fait une belle progression cette année. Alors, c'est pareil, hein. Jusqu'à quand dès l'annonce du vaccin, on a eu une tendance à la baisse sur ces valeurs-là. Et puis, dès qu'on n'aura plus besoin de diagnostic anti-Covid, ben, cette activité, évidemment, elle va s'effondrer. Et puis si on regarde les gros acteurs, donc Sanofi, j'ai pris Sanofi, Roche et même Pfizer, qui quand même vient d'annoncer un vaccin, eh ben on voit pas une très forte augmentation. On a des traders qui nous disent que Pfizer a augmenté, mais que ça se voit pas à cause des volumes. Bon, moi je vois pas d'augmentation hein, par rapport au 1er janvier 2020, je vais être honnête. On a certainement des gens qui ont réussi à faire de l'argent sur des petites sociétés qui ont annoncé des trucs extraordinaires en lien avec le Covid. Mais globalement, il n'y a pas eu de très gros profits sur les valeurs pharmaceutiques, étonnamment, en 2020. Donc pas vraiment une valeur refuge. Et puis en ce qui concerne les monnaies refuges maintenant, donc les monnaies refuges de référence, c'est le yen, le dollar, le franc suisse, la livre sterling.
eh ben, on voit une baisse de toutes ces monnaies à part le franc suisse, et même une forte baisse du dollar, hein, par rapport à l'euro. La seule monnaie qui se tient, c'est le yuan. Et donc finalement, l'euro devient une monnaie refuge cette année. Donc c'était pas si idiot que ça de garder du cash en euros cette année sur son compte. Alors, on va s'amuser à comparer tout ça avec l'immobilier maintenant, pour savoir si l'immobilier est vraiment une valeur refuge, oui ou non. Alors, on a le rapport des notaires de début novembre qui est sorti, que vous avez probablement tous consulté, qui nous dit qu'on a eu une légère hausse des prix cette année, donc de l'ordre de 6 à 7%, et une baisse des volumes, pareil, de 6 à 7%. Ça ne tient pas compte évidemment des ventes de novembre, qui s'annoncent pas franchement glorieuses, mais on va rester sur ces chiffres-là pour le moment, pour être objectif et donc pour aller au maximum dans le sens, hein, des gens qui croient que l'immobilier va augmenter. Alors si on fait un petit calcul, combien a été investi en plus, combien de milliards de dollars ont été investis en plus dans le marché immobilier français cette année par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière c'était à peu près 200 milliards de dollars, donc plus 7% de prix, moins 7% de volume, ça nous fait plus 0 milliard de dollars cette année. Et on n'en tient pas compte encore de la fin d'année qui s'annonce franchement moyenne. On a une partie de ces prix qui avaient été négociés avant la crise du Covid. On a une hausse des prix qui était très importante, qui a été stoppée net, parce que certes, il y a encore une petite hausse des prix, parce qu'il y a des gens qui ont acheté un peu cher. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Là est la question. Mais en tout cas, on s'attendait à une hausse des prix de 8 à 10%, et ça n'a pas été le cas. On a eu même une baisse des prix à Paris, et une forte explosion de l'offre locative. On n'a plus d'investissement étranger, et on a un effondrement de l'immobilier neuf. Donc quand on a une baisse de la mise en construction de l'immobilier neuf, je veux bien admettre que l'immobilier se porte bien, mais j'ai quand même de sérieux doutes. Alors voilà, vous l'avez compris, mon avis, ce qui s'est passé, c'est que donc on a eu une chute des actions. Les gens ont vendu leurs actions, ils se sont retrouvés avec du cash et il fallait l'investir quelque part. Et on a des mauvais traders qui ont acheté des biens immobiliers en grande banlieue et dans les petites villes de province. On verra que ce sont probablement les moins bons investissements qu'ils pouvaient faire. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu sur TF1 que pendant le confinement, l'immobilier explosait dans ces zones-là parce que les gens avaient besoin d'un jardin. Donc ils ont écouté TF1, ils ont essayé de placer leur fric là parce qu'il fallait bien le placer quelque part. Et à mon avis, ils ont perdu du fric. Mais bon, alors en conclusion de cette partie dont l'objet était de savoir finalement si l'immobilier est encore une valeur refuge, oui ou non, je vous ai fait un petit graphique qui récapitule un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Je vais vous le détailler parce qu'il n'est pas forcément évident à lire. Alors, en haut, je vous ai mis les valeurs qui ont été investies dans l'immobilier en 2019 et en 2020 en France. Donc, je vous ai mis les 2 années pour montrer que c'est exactement la même chose, hein. Grosso modo, on est dans les 200 milliards. Et en 2020, on n'a pas eu plus pas eu plus d'investissement. D'autant qu'on n'a pas encore les chiffres de fin de l'année, donc ça c'est pour le moment c'est une extrapolation qui est faite sur la base de ce qu'ont donné les notaires, mais on se doute que le mois de novembre et le mois de décembre vont pas être très bons, en tout cas en ce qui concerne les volumes cette année. En bas, je vous ai mis le Nasdaq, l'épargne en euros, le Bitcoin et l'or, donc en tout cas c'est ce qu'on peut imaginer que les Français ont investi cette année, donc dans ces valeurs qui sont réellement du coup des valeurs refuges. Alors évidemment il est possible que les Américains aient investi 2 fois plus dans le Nasdaq et 2 fois moins dans l'or, et que au contraire ben voilà, les Français aient investi plus dans l'or, j'en sais rien. Là, c'est des extrapolations en se basant sur le PIB de la France par rapport aux autres PIB, et en se disant, voilà, on a pu tirer ça des valeurs refuges si on a été malin. Et il est aussi possible que les Français soient complètement cons et qu'ils aient complètement raté tous ces investissements, tous ces investissements. Voilà, simplement, c'est pour avoir un ordre de grandeur et pouvoir les comparer avec l'immobilier. On voit qu'on est quand même sur des valeurs qui sont importantes, d'autant que j'ai pas listé toutes les valeurs refuges. Là, j'ai donné quelques-unes des plus grandes qu'on peut connaître. Et puis tout en bas, je vous ai mis, pour comparaison, je vous ai mis alors tout en bas la perte de capital qui a été faite par le CAC 40 entre janvier et mars.
Donc pour montrer l'ampleur un peu de la crise, en sachant que évidemment, je me doute bien que le CAC 40, il appartient un peu à tout le monde et pas uniquement aux Français, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur. Et puis le gain de capital qui a été fait, qui a été la récupération de ce capital qui a été qu'on a pu voir de mars à novembre. On voit qu'on a quand même récupéré une grosse partie, mais il manque grosso modo 200 milliards à l'appel. Alors, si l'immobilier était une valeur refuge, avec les volumes qu'on a sur les valeurs refuges qu'on a pu lister là, on voit que il aurait clairement augmenté, on aurait une augmentation significative des volumes. Or, c'est pas le cas et ce sera même probablement le contraire. Donc, a priori, avec un an de recul, là, on peut dire que bon, bah, l'immobilier n'est plus une valeur refuge, point barre. Alors, je vais revenir sur une autre idée que j'ai entendue et qui dit que finalement, quand il y a une crise économique, les volumes dans l'immobilier baissent, mais pas les prix. Les prix se maintiennent jusqu'à la fin de la crise, et puis après, on a de nouveau une augmentation des prix. Alors, ça, c'est un point de vue français qui se base sur le fait qu'en 2008, c'est vrai qu'on n'a pas eu une crise immobilière avec une baisse des prix importante. Mais ça, c'est un point de vue franco-français. C'est-à-dire que si on regarde les autres pays en 2008, ils ont eu des baisses de prix importantes. Et, euh, et ça, c'était la crise de 2008. 2008, c'est pas une crise catastrophique sur le plan des fondamentaux économiques. C'est juste le marché interbancaire qui a un petit peu bugué. Et puis des crédits qui étaient un peu mal montés. Voilà, c'est vraiment un problème financier, c'est pas un problème économique. Là, on est sur une crise économique avec des fondamentaux qui sont vraiment menacés. Donc c'est difficilement comparable, mais on voit que même en 2008, bah, la crise, elle a bien eu lieu. Peut-être pas en France, mais elle a eu lieu. Et puis, si je remonte un petit peu en France, sur le cas français, on a les années 90 avec le marché immobilier parisien qui a baissé pendant plusieurs années. Donc voilà, une crise économique, ça peut arriver, ça existe. On a vu que l'immobilier ne s'était pas comporté comme une valeur refuge au cours des dernières crises, mais vous allez me dire que dans l'inconscient collectif, ça reste une valeur refuge pour les classes moyennes parce qu'il y a une certaine stabilité des prix. Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'immobilisme de l'immobilier. Quand vous avez une mauvaise nouvelle sur la bourse, vous avez les prix qui baissent tout de suite dans les 2 heures, et puis après la correction, bah, ça remonte à un niveau qui va tenir compte de la mauvaise nouvelle. Alors que pour l'immobilier, c'est pas le cas. Euh, Ça encaisse finalement les mauvaises nouvelles et puis voilà, des fois ça se passe bien, mais par contre quand ça pète, c'est à double tranchant, hein. Quand ça pète, et ben ça peut chuter pendant 4 5 ans. Voilà, une crise immobilière ça dure longtemps. Donc je pense qu'il y a un autre point de vue des classes moyennes sur l'immobilier, c'est que tout simplement c'est un moyen de faire travailler du capital à crédit. Les riches peuvent s'endetter pour acheter des actions, pour acheter des matières premières, voilà, ils ont un effet levier. Et ben pour les classes moyennes, il y a pas grand chose d'autre que l'immobilier, puis le petit commerce, le petit artisanat pour faire finalement travailler du capital à crédit. Alors, pour les pauvres, juste une petite parenthèse, hein, ben, il n'y a pas de possibilité d'endettement, donc forcément il y a un appauvrissement qui va être de pire en pire. Ils savent très bien qu'il faudrait faire travailler du capital à crédit, mais ils ne peuvent pas. En tout cas, il va y avoir un maintien de la part des classes moyennes de la volonté finalement d'investir dans l'immobilier. Sauf que si les prix sont en baisse, forcément, ils vont attendre un petit peu avant d'acheter. D'autant que faire un achat à un prix trop haut, c'est avec les frais de notaire, avec l'assurance crédit, même si avec emprunteur, même si vous avez des taux qui sont très bas, c'est quand même le risque de faire une vente à perte, de très grosses pertes finalement, et de rayer tout espoir d'avoir un patrimoine à jour. Alors, on va regarder un petit peu les investisseurs qu'on peut avoir sur le marché et comment ils vont se comporter suite à l'encaissement de cette crise du Covid. Alors, les pauvres, j'ai coupé la population en 5 hein, pour analyser ça. Les pauvres, bon, je les élimine tout de suite puisque bon, ils peuvent pas emprunter, donc c'est réglé. On va commencer donc par les classes moyennes inférieures. Alors, c'est ceux qui soit vont se positionner en tant que primo-accédants sur le marché immobilier, ou alors qui ont déjà investi et qui vont avoir la volonté effectivement de faire de nouveaux investissements dans les années à venir, mais bon bah ils vont attendre de voir comment va se comporter l'immobilier, et puis ils ont une incertitude également sur leurs revenus. Il est possible aussi que leurs revenus aient un peu baissé pendant cette crise du Covid. Donc voilà, bon,
peu d'espoir quand même sur cette classe-là. La classe moyenne supérieure maintenant. Alors, c'était nos meilleurs clients dans l'immobilier jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que ils ont une très grosse partie de leur patrimoine qui est sous forme d'immobilier. Ils ont quand même un gros patrimoine. Et alors c'est qui? C'est les artisans, les commerçants, les professions libérales, les patrons de PME, les cadres supérieurs. Mais le problème, c'est qu'ils ont une forte baisse de revenus avec le Covid. Alors pour les entrepreneurs, on l'a compris, mais même pour les cadres supérieurs, on peut supposer qu'il y a moins de primes ou moins d'opportunités. Enfin bref, c'est pas le meilleur moment de leur carrière. Et donc, ils vont pas investir dans l'immobilier. Non seulement ils vont pas investir, mais en plus ils vont vendre. Parce que s'ils ont un commerce à sauver, c'est pas le moment de vendre un commerce en ce moment. Il n'y a pas d'acheteur. Donc il faut apporter du cash pour sauver le commerce. Et il vaut mieux vendre un bien immobilier résidentiel dont le prix se tient à peu près pour le moment que aller vendre à perte un commerce qui finalement vaut quand même beaucoup plus cher que ce qu'on le vendrait maintenant. Donc eux, ils sont vendeurs. C'est une catastrophe. Maintenant, les riches, on va dire de la classe inférieure des riches. Donc c'est des gens qui ont fait probablement des petites pertes sur le marché action récemment. Alors, on entend des youtubeurs investisseurs immobiliers qui nous disent oui, voilà, les riches, ils ont perdu 30% de leur patrimoine sur le marché action et ils sont très déçus et donc ils vont investir dans l'immobilier. Alors, il ne faut pas les prendre pour des cons non plus, hein. C'est pas parce que le CAC 40 a perdu 30% qu'ils ont perdu 30%. Déjà, ils avaient un portefeuille diversifié nécessairement. Ensuite, il y a peut-être ceux qui ont vendu, effectivement, quand ça avait baissé à 30%, ils ont quand même perdu pas mal. Mais il y a ceux qui n'ont pas vendu. Il y a ceux qui ont vendu au cours de la chute et puis qui ont racheté des valeurs refuges. Donc globalement, on peut supposer que les petits boursicoteurs ont effectivement perdu un peu d'argent, mais il ne faut pas les prendre pour des abrutis, c'est des gens qui vivent de leur capital depuis des années. Et j'ai envie de dire, s'ils étaient complètement idiots et que toi, l'investisseur immobilier, t'étais beaucoup plus malin, eh ben, eux, ils seraient pauvres, enfin, ou en tout cas moyennement riches. Et toi, qui es en train de négocier avec un étudiant sa caution pour essayer de gratter 100 balles parce qu'il a rien à carreau, eh ben, tu serais richissime. Or, ça n'est pas le cas. Donc voilà, ces gens-là, ils ont acheté quelques biens immobiliers après la chute, ils ont probablement acheté les biens chers, mais ça n'a pas suffi à inverser la tendance, c'est-à-dire ça n'a pas suffi à faire de l'immobilier une valeur refuge. Et a priori, leur seul souhait, c'est de retourner immédiatement dans le marché action dès que ce sera possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont gardé du cash. Maintenant, les ultra riches. Alors, les ultra riches, c'est difficile à estimer parce qu'on n'a pas encore de chiffres exacts qui sont sortis. Mais a priori, pendant la crise du Covid, ils ont gagné énormément de pognon. Voilà, il y a des avis divergents pour le moment, mais on voyait qu'il y avait des belles opportunités et ils ont gagné beaucoup de pognon. Mais ça ne sont pas, ça n'a jamais été des investisseurs immobiliers, les ultra riches, hein. L'immobilier pour eux, c'est pas quelque chose qui est hyper rentable. On ne peut pas considérer non plus que c'est des gens hyper patriotes. Parce que parmi ces gens, il y a quand même pas mal de Français, mais est-ce qu'ils vivent en France? Bon voilà, à ce niveau-là, c'est des gens qui sont un peu internationaux. On pourrait croire par exemple que Paris, on a 55 milliardaires en France, on pourrait croire que Paris est une ville qui accueille finalement pas mal de milliardaires, qui attire des milliardaires étrangers. Eh ben non, elle fait même pas partie des 15 villes dans le monde qui attirent le plus de milliardaires. Donc voilà, est-ce qu'ils vont investir en France? Pas sûr. Et puis c'est eux quand ils achètent un bien immobilier, c'est pas vraiment un investissement, c'est un achat compulsif. Voilà, ils achètent dans le luxe, ils font un achat. Pour eux, c'est de la consommation, c'est pas un investissement. Ils savent investir et c'est pas comme ça. Donc voilà, sur eux, est-ce qu'on peut vraiment compter sur ça? C'est un peu dommage pour un pays qui a tout misé sur les ultra riches de voir que finalement ils investissent pas trop en France, mais on en est là. Alors maintenant, on va regarder un petit peu du côté des institutionnels, parce que on entendait des pseudo-experts ou experts même, hein, qui nous disaient que les assureurs, pareil, déçus par le marché action, allaient finir par investir dans l'immobilier. Alors j'ai envie de dire que maintenant, si les assureurs avaient investi dans l'immobilier, ça se verrait. On n'aurait pas un effondrement du neuf. Quand Axas décide d'investir dans l'immobilier, ils appellent Martin Bouygues, hein, concrètement, ils lui disent voilà, on t'achète 250 immeubles neufs, quel prix tu nous fais?
Ils vont acheter du neuf, ils vont pas s'emmerder à aller acheter du vieux, à regarder la rénovation qu'il y a à faire, changer les chiottes, etc. Voilà. Donc, moi, je pense pas que les assureurs se soient positionnés sur le marché immobilier pour le moment, on verra. D'autant que ce serait un peu idiot, puisqu'il y a un autre institutionnel qui est en train de se désengager, c'est tous les organismes HLM. Alors, il faut savoir que les organismes HLM étaient déjà en train de vendre des biens avant la crise du Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'État avait baissé les APL et avait demandé aux organismes HLM de faire un effort sur les loyers. Et ben, voilà, l'effort sur les loyers, c'était que pour continuer à faire des constructions neuves, puisque eux, par contre, c'est dans leur statut, ils sont obligés de le faire, et ben, il fallait vendre du patrimoine immobilier. Et avec la crise du Covid, il faut savoir que c'est eux qui se prennent le plus d'impayés dans la gueule de loyer, hein. Donc, a priori, ils vont pas être en très grande forme et ils vont vendre des biens. Là, je vous ai mis une annonce de vente d'un organisme HLM sur Lyon. Et donc à Villeurbanne, hein, on voit que déjà c'est des prix qui sont quand même très bas, hein, qui sont au moins 20-30% au-dessous des prix du marché. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'avant il y avait deux prix. Il y avait un prix pour l'investisseur finalement lambda et il y avait un prix pour le locataire déjà HLM qui veut faire son investissement qui était un peu plus bas. Et bien il ne reste plus que le prix bas. Pourquoi? Parce que eh ben, ça ne vend pas. Ils n'arrivent pas à vendre, donc les prix sont cassés. C'est les soldes pour tout le monde. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la création monétaire, les interventions des banques centrales au cours de l'année 2020 pour lutter contre la crise économique. Parce qu'il y a une théorie chez les économistes qui dit que à chaque fois que les banques centrales injectent de la monnaie, cette monnaie, elle finit par alimenter la bulle immobilière. Alors là, je vais vous mettre un extrait de Jean-Marc Daniel, mais on a aussi Patrick Artus qui a la même théorie. Patrick Artus, c'est pas n'importe qui, hein, il enseigne à Polytechnique. Il bosse pour Natixis. À chaque fois qu'on a une théorie économique qui émerge en France, bah, souvent c'est Natixis qui est derrière. C'est Natixis qui nous disait qu'à chaque fois qu'on allait rajouter des pays finalement dans l'Union Européenne, on allait avoir une croissance extraordinaire alors que ce n'est pas le cas. Natixis qui nous disait que les prix de l'immobilier allaient exploser en 2020, ce qui n'a pas été le cas. Natixis qui nous disait que la fameuse épargne Covid allait servir d'apport pour les projets immobiliers. Bon bref, on l'a compris, je suis pas d'accord, mais je veux être objectif et donc je vous les cite parce que c'est quand même un point de vue intéressant et puis de toute façon il faudra l'étudier. Eh bien, nous avons décidé de demander son avis à l'économiste Jean-Marc Daniel aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur à ESCP Europe, vous êtes également chroniqueur dans la matinale de BFM Business. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres, parmi lesquels le passionnant 8 leçons d'histoire économique aux éditions Odile Jacob. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que l'économiste que vous êtes pense des prix de l'immobilier aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a d'intéressant dans les prix de l'immobilier, c'est que tout le monde s'attend quelque part à ce qu'ils baissent et ils continuent à monter. En fait, ils continuent à monter dans certaines zones et dans d'autres zones, évidemment, ils baissent. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a des éléments autres que le simple règle de l'offre et de la demande? Les gens ont besoin de se loger, les gens vendent parce qu'à un moment donné, ils sont obligés de déménager, qui vont déterminer les prix. Or, il y a une nouvelle école d'économistes qu'on appelle la nouvelle macroéconomie classique qui dit qu'en fait, le logement, c'est aussi un actif et que les gens réagissent par rapport à le logement en fonction des autres actifs qu'ils peuvent détenir. Et que quand la dette publique augmente, eh bien, les gens se disent qu'il va y avoir un moment où cette dette publique ne sera pas remboursée. Et donc, les gens se disent il faut fuir cette dette publique, quitter les actifs financiers traditionnels pour se mettre à investir dans le logement. Et donc, en 1986-87, il y a un économiste américain qui s'appelait Robert Barrow qui a dit que le prix de l'immobilier à New York allait augmenter au fur et à mesure que la dette publique américaine augmenterait. Alors tout le monde lui dit mais ça n'a absolument rien à voir. Et depuis, quand on compare l'évolution de la dette publique américaine et du prix de l'immobilier à Manhattan, on a une liaison quasi parfaite. Donc le prix de l'immobilier, c'est quelque chose qu'il faut suivre parce que c'est quelque chose qui peut être assez bizarre. Donc voilà, on a entendu Jean-Marc nous expliquer que finalement la nouvelle monnaie qui était injectée dans l'économie, bah, c'était de la dette publique. Et alors, il faut savoir que c'est quand même des gens qui sont hein, militants de l'ultralibéralisme et qui donc sont ennemis de la dette publique. Alors, on verra que Patrick Artus, lui, par contre,
ils considèrent que finalement, en 2020, c'est nouveau, la dette publique, on ne va pas la rembourser. Ça, on le sait depuis des années, mais comme maintenant il faut rassurer les investisseurs, ils viennent de découvrir par Tricartus que finalement on n'avait pas besoin de rembourser la dette publique. Mais bon, bref, Jean-Marc Daniel nous explique qu'il y a un lien entre la dette publique aux USA et le prix de l'immobilier à Manhattan. Alors, c'est à discuter, hein, parce que si on prend la dette publique et le prix de l'immobilier aux USA, du coup, on voit plus du tout le lien. Alors, vous allez me dire, si, il y a une augmentation de la dette, ça, on est d'accord, et il y a une augmentation des prix. On est d'accord aussi. Mais bon, le lien direct entre les deux, il n'est pas clair. Et puis, ce qui m'étonne, Jean-Marc, c'est que apparemment, il n'a pas entendu parler de la dette privée. Alors, c'est bizarre, parce que la dette privée, c'est quasiment 2/3 de la dette aux États-Unis. Donc, ça me paraît étonnant qu'il ait jamais entendu parler de la dette privée. Alors, tous ces gens, ils ont plus ou moins raison. C'est-à-dire qu'il y a bien un lien entre les bulles du marché action et les bulles immobilières et si vous voulez, ces interventions à répétition des banques centrales, ça on est d'accord. Vous voyez que les banques centrales du monde entier injectent énormément de monnaie, en particulier depuis 2008, et alors avec la crise du Covid, c'est parti complètement en délire. On a quasiment triplé la base monétaire sans problème. Mais il y a bien un lien. Mais dans le cas du Covid, eh ben, je pense que ce sera différent. Alors on va revenir sur le mécanisme général de l'inflation de ces bulles et parler finalement de l'inflation sectorielle. Donc c'est important. Alors, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a les banques centrales qui prêtent de l'argent aux banques, et ensuite, donc, les banques privées qui vont le prêter à qui peut l'emprunter, c'est-à-dire à ceux qui ont déjà le plus d'argent, évidemment, qui vont pouvoir emprunter beaucoup plus que les autres. Donc les pauvres, on leur prête pas d'argent. Les gens, l'économie classique, on lui prête un petit peu d'argent pour des investissements. Les investisseurs immobiliers, on leur prête de l'argent en plus grande quantité. Et alors, les ultra riches qui investissent dans le marché action, carrément, là, c'est open bar, on leur prête à des taux négatifs, etc., en très grande quantité, il n'y a aucun problème. Alors, avec le temps, ça a une conséquence mécanique très simple, c'est-à-dire que vous avez plus de monnaie dans l'économie, donc forcément, la monnaie vaut moins cher. Mais il y a une inflation qui est sectorielle. Donc forcément, on a injecté beaucoup plus de monnaie dans le marché action, dans le marché immobilier. Donc, ils vont avoir tendance à enfler beaucoup plus. Alors, on avait des économistes pendant des années qui me disaient, c'est bizarre, on injecte de la monnaie et on n'a pas augmentation des salaires. Ça, c'est étrange, hein. Eh ben oui, parce qu'en fait, tu n'injectes pas de la monnaie au niveau des salaires, tu l'injectes au niveau des marchés actions. Donc les salaires vont forcément, mécaniquement, à terme, finir par augmenter. Mais le jour où finalement les salaires auront doublé, le marché action il aura été multiplié par 10. Donc ce qui veut dire qu'avec une heure de travail, eh ben, ce sera toujours beaucoup plus cher d'acheter une action. Donc voilà, ça c'est un mécanisme qui fait que les riches s'enrichissent beaucoup plus vite finalement que dans un capitalisme classique, puisqu'on a cette création monétaire et qui va les aider et qui en plus va supprimer le risque. C'est formidable parce que quand vous avez des injections de monnaie comme ça en permanence sur le marché action, il faut savoir que l'investisseur qui a fait un mauvais investissement, qui a acheté sur une entreprise qui finalement fait des résultats relativement mauvais, il gagne quand même de l'argent parce que il y a plus d'argent qui est investi d'une manière générale sur tout le marché action, et donc il fait de l'argent avec la plus-value. S'il n'en fait pas avec les dividendes, il en fait avec les plus-values. À tel point que les GAFA, par exemple, qui font de très grosses plus-values en permanence sur le marché action, ne distribuent même pas de dividendes. Alors pour vous donner un ordre d'idée, une entreprise qui distribue beaucoup de dividendes, on a par exemple Total qui distribue dans les 11% de dividendes annuels, c'est énorme. Bon, les GAFA, rien, et pourtant les gens font quand même de l'argent. C'est pour ça que les gens arrivent à gagner de l'argent sur une valeur comme Tesla, qui ne réalise pas de bénéfices. Donc voilà, et puis, par-dessus tout ça, on va avoir une autre dette, qui est toujours auprès des banques, mais cette fois-ci c'est la dette publique, la dette des États. Et donc les États, ils investissent, mais pas au même endroit. C'est-à-dire que les États, ils vont investir dans les minima sociaux, dans le salaire de leurs employés à eux, et même carrément maintenant dans le salaire des employés du privé, puisque par exemple la prime pour l'emploi,
C'est une manière d'augmenter le salaire des employés du privé sans demander d'efforts aux entreprises, parce qu'on se rend compte que de toute façon, on a besoin de stimuler un petit peu la consommation. Il y a un tel déséquilibre, si vous voulez, par cette inflation sectorielle, qu'on se retrouve avec une société qui est insolvable. Donc pour continuer à faire tourner l'économie, eh ben, il faut remplacer les entreprises dans le paiement des salaires, et il faut que l'État paie les salaires. L'État se substitue aux entreprises dans pas mal de domaines, par exemple la formation. C'est tout con, mais il y a 20 ans, un ingénieur qui arrivait dans une entreprise, il ne savait rien faire. Maintenant, il est spécialisé dans le domaine de l'entreprise. Il arrive, il a déjà fait un stage pendant 6 mois où il n'était pas payé, ou une misère. Donc finalement, quand il arrive, il est complètement opérationnel, il n'y a plus besoin de le former. Et il a été formé par qui? Ben, par l'État. Et ça, c'est dans tous les domaines. L'État forme même des cuistots, ce qui est complètement absurde. Hein. Il n'y a pas besoin d'une formation de 1 an et demi pour être cuistot. Bon. Et évidemment, les minima sociaux. Alors, on va quand même noter le cas particulier des APL. Les APL, c'est une aide aux propriétaires. Parce qu'avec cette inflation des actifs exponentielle, si l'État n'aidait pas finalement les locataires à payer leur loyer, ce qui se passerait, c'est qu'ils seraient insolvables et donc ça ferait des crises immobilières. Donc l'État est obligé de payer le loyer des gens pour que ce système tienne encore. On se rend compte que l'État il va un peu contrebalancer le problème de cette inflation sectorielle. Il ne résout pas le problème parce qu'il rajoute encore plus de monnaie. À terme, ça va causer un problème. Ce qu'il faudrait faire, c'est détruire la monnaie. Mais au moins, il va limiter un petit peu la casse en injectant la monnaie, mais pas au même endroit. Juste un petit point. Cette inflation des actifs par l'injection de nouvelles monnaies, hein, qu'on peut assimiler finalement à de la fausse monnaie, c'est quelque chose qui n'est pas calculé dans le calcul de l'inflation. Si on s'amusait à intégrer l'augmentation de la base monétaire dans le calcul de l'inflation, effectivement, ça poserait problème parce qu'on serait obligé d'indexer les salaires sur l'inflation et les retraites sur l'inflation. Or, l'inflation, elle est très nettement sous-évaluée, donc ça coûterait forcément très cher. Donc, voilà. Et puis, il y a un autre point, c'est que si vous avez dit que vous avez une croissance à 1 ou 2%, et vous avez déclaré que vous aviez une inflation, je ne sais pas moi, de 1%. Eh bien, si vous recalculez l'inflation, vous êtes obligé, et qu'elle est beaucoup plus importante, vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes en récession, puisque on est obligé de déduire l'inflation, évidemment, de l'inflation, de l'augmentation du PIB. Alors, ça, c'est le mécanisme général qui fait que quand on a injection de monnaie, on a effectivement augmentation des bulles immobilières, etc. Sauf que dans le cas de la crise du Covid, moi je pense que ça n'est pas applicable cette fois-ci. Pourquoi? Parce que l'argent n'a pas été prêté aux mêmes personnes. L'argent, il a été prêté cette fois-ci à des entreprises qui étaient en difficulté et finalement aux salariés sous la forme du chômage partiel. Et il n'a pas été prêté, comme d'habitude, aux plus riches ou aux gens de la classe moyenne supérieure qui font des investissements dans l'immobilier ou dans le marché action. Et donc là, j'ai envie de dire à Patrick et à Jean-Marc que cette fois-ci, c'est pas eux qu'on a prêté le pognon, tout simplement. Donc par conséquent, ce pognon n'ira pas alimenter les mêmes bulles. Alors on va essayer de suivre un petit peu la trace de cet argent cette fois-ci. Donc on l'a dit, il a été prêté sous forme de chômage partiel aux salariés qui ont maintenu une consommation relativement importante alors que c'était la crise. Et il a été prêté aux entreprises qui étaient en difficulté, donc sous forme de prêts dont une partie sera remboursée à l'État, donc ça va faire destruction monétaire, et une autre partie ne sera pas remboursée puisqu'il y aura faillite de ces entreprises. Alors, donc on peut dire que globalement, cette monnaie, elle a servi à payer des fournisseurs, des loyers d'entreprises et le salaire des gérants. Vous allez me dire que les gérants, bien souvent, ne se sont pas versés de salaire, mais en tout cas, les derniers qui se sont versés, c'est grâce à des aides de l'État. Alors, et en ce qui concerne les loyers qui ont été payés, les loyers des entreprises, eh bien, ça va retarder forcément l'arrivée de la crise de l'immobilier commercial, puisqu'on a quand même quelques loyers qui ont été payés grâce à des aides de l'État. Mais globalement, ça va mener à quoi? Ça va mener à une augmentation des importations, puisqu'on a une économie qui continue à fonctionner et des salariés qui continuent finalement de consommer. Sauf qu'on a arrêté de produire, donc mécaniquement,
ça va augmenter les parts de marché de nos concurrents, ça va avoir tendance à augmenter nos importations. On avait une balance commerciale qui était déjà abyssale. Alors là, encore une fois, les économistes vont nous dire que c'est pas un problème parce que l'important c'est la création de richesse, on est une économie globalisée, donc finalement, ce qui se passe en France, c'est pas très grave. Ouais. Bon, moi je pense qu'une balance commerciale abyssale pendant des années, c'est pas bon signe. Et là, elle ne peut qu'augmenter. D'autant que les secteurs, les 5% de l'économie qui sont encore à l'arrêt, maintenant en novembre, eh ben, c'est les secteurs qui constituaient le gros de nos exportations. Hein, c'est quoi? C'est l'aéronautique, le luxe, le tourisme. Alors le tourisme, c'est pas compté dans les exportations, mais c'en est. Quand vous avez un touriste japonais qui vient et qui achète un sac Chanel, eh ben, vous lui avez pris de sa monnaie, et en gros, vous avez fait une exportation. L'automobile, le vin, donc en gros, on n'exporte plus rien. Ce qui va encore creuser notre balance commerciale. Alors, on a quand même le secteur de l'industrie pharmaceutique qui va peut-être nous aider un petit peu, mais bon, on n'a même pas trouvé le vaccin. Et puis, en temps de crise, on a l'habitude, nous aussi, de vendre des armes. Mais cette fois-ci, c'est pas une crise sur laquelle il y a des tensions militaires. Donc ça s'applique pas à la crise du Covid. Alors, si on regarde nos principaux partenaires commerciaux et surtout nos clients, on prend encore plus peur parce que nos principaux clients, c'est qui? C'est l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, les USA. En gros, voilà, tous les pays qui sont vraiment en difficulté suite au Covid. Donc voilà, on va clairement avoir augmentation des parts de marché de la Chine et réduction des nôtres. Voilà, ça risque de poser un gros problème. C'est difficile de suivre finalement cette monnaie qui a été nouvellement intégrée à l'économie, mais il est fort probable qu'elle ne parte pas dans la bulle immobilière. Donc maintenant, je vais reprendre toutes les informations qui circulent en ce moment sur les fondamentaux, cette fois-ci, du marché immobilier, c'est-à-dire concrètement l'offre et la demande réelle. Alors, la première chose, c'est qu'on a des prix qui sont soupçonnés d'être trop hauts. Là, j'ai emprunté deux graphiques à Marc Swati, j'espère qu'il m'en voudra pas. Un sur l'évolution des prix de l'immobilier face au PIB et le second face aux revenus des ménages. Et on peut en rajouter un troisième qui est l'évolution des prix de l'immobilier face au CAC 40. Alors il y a une idée reçue qui dit que l'investissement dans l'immobilier à long terme serait plus rentable que le CAC 40. Alors c'est faux, hein, évidemment, puisque ça ne tient pas compte du réinvestissement des dividendes obtenus dans le CAC 40. Et puis, investir dans le marché action, c'est un travail, c'est-à-dire qu'il faut basculer les actions forcément en fonction de ce qui fonctionne, de ce qui marche, des valeurs refuges, etc. Donc on a vu que ça pouvait rapporter beaucoup, et beaucoup plus que l'immobilier. Mais est-ce que alors si on regarde ça, effectivement, on peut se dire que les prix sont beaucoup trop élevés. Mais est-ce qu'ils sont vraiment trop élevés par rapport à la croissance et à l'inflation officielle? Je suis d'accord qu'ils sont trop élevés, mais on vient de dire que l'inflation elle était probablement sous-évaluée, donc là j'ai pas la réponse. À vous de voir si vous croyez à l'inflation officielle ou pas. On a quand même une bonne nouvelle pour les campagnes. Dans lesquelles les prix n'auraient pas trop augmenté ces dernières années. Puis d'ailleurs, si on regarde en général les prix par rapport aux prix européens, ces dernières années, au global, on n'a pas eu une augmentation très importante des prix de l'immobilier. Par contre, sur les 10 plus grandes villes françaises, là, oui, on a une inquiétude, on a eu une très grosse augmentation, et sur Paris et Lyon, c'est carrément du délire. Donc, les prix dans l'immobilier à Paris ont plus augmenté que ceux à New York. Donc là, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que c'est complètement délirant, surtout avec une baisse à venir des investissements étrangers. Alors on va faire un petit focus sur l'immobilier commercial et d'abord les locaux des petits commerces. Alors là, on a une double peine parce que on a la crise économique plus l'augmentation des ventes sur Internet. Alors c'est difficile d'estimer les défaillances d'entreprises à ce jour, parce que les chiffres officiels, c'est qu'il y aurait moins de 38% de défaillances en 2020 par rapport à 2019. Mais il faut savoir que l'État a accordé un délai supplémentaire aux entreprises en défaut de paiement avant de basculer en liquidation judiciaire. Et puis, il y a toutes les aides de l'État, et puis il y a un retard des administrations suite au confinement dans l'enregistrement des liquidations. Donc même au début de l'année 2020, on n'aura pas ces chiffres. Si on vous dit, il y a eu plus 5%, ouais, ok. Dites-vous qu'on n'a pas la moitié qui a été enregistrée, la moitié des défaillances.
Alors, mais quelle va être vraiment l'ampleur de la crise? Ça, c'est pareil, c'est difficile à estimer. Je vous laisse voir de votre côté ce que vous en dites. Ça va dépendre de est-ce que les aides de l'État ont fonctionné? Est-ce qu'on aura une si grosse baisse de la consommation après finalement cette crise du Covid? C'est pas dit, hein, parce qu'on peut avoir pas mal d'entreprises qui ont finalement profité un petit peu du Covid pour avoir quelques aides de l'État, alors qu'elles étaient déjà en très grande difficulté et qui ont réussi à survivre. Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais bon, je pense qu'on est peu nombreux à être optimistes sur la situation du petit commerce. D'autant que les prix des locaux des petits commerces étaient ceux qui avaient le plus augmenté ces dernières années avec les prix des bureaux. Alors il y a une idée reçue aussi qui dit que finalement l'immobilier industriel des entrepôts pourrait compenser un petit peu la perte qu'il y a sur l'immobilier des petits commerces. Il faut arrêter le délire, hein. Le prix moyen du mètre carré dans le petit commerce, il est de 4 000 euros. Le prix moyen du mètre carré de bureau, il est de 5 500 euros en France. Et le prix moyen du mètre carré de local industriel, il est de 700 euros. Donc ça risque pas de compenser quoi que ce soit. D'autant que quand vous rajoutez 1000 mètres carrés de locaux industriels, combien vous perdez de mètres carrés de locaux de petits commerçants? Bon, on a déjà dit que ces propriétaires-là étaient déjà en difficulté. Alors, je le dis une bonne fois pour toutes, pour moi, toutes les formes d'immobilier sont liées. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en difficulté sur l'immobilier commercial, il va peut-être être obligé de vendre un bien d'immobilier résidentiel pour avoir du cash, ou alors il va le convertir en immobilier locatif. Voilà, donc quand vous libérez des locaux concrètement, hein, c'est pas parce que c'est l'immobilier commercial que l'immobilier résidentiel ne va pas en souffrir, peut-être à un degré moindre. Alors l'immobilier de bureau maintenant. Et bien pareil, on a une double peine, c'est-à-dire la crise économique plus l'émergence du télétravail. Alors ça n'a pas encore vraiment commencé, mais il faut savoir que la crise n'a pas encore commencé. Et quand les entreprises vont avoir besoin de réduire leurs coûts, eh ben, elles vont probablement être tentées de vider leurs bureaux et donc d'envoyer les gens en télétravail pour réduire leurs coûts tout simplement. Et donc ça va faire encore une baisse d'attractivité des centres-villes. On peut déjà émettre de très gros doutes sur certains centres-villes parce qu'on a certaines villes qui ont beaucoup recours au chômage partiel. Alors, on va citer Toulouse, Paris, Strasbourg, Saint-Nazaire, Nantes, Lyon, Nice et Cannes. Moi, je mets un petit bémol sur Toulouse parce que il se trouve que effectivement Airbus est complètement à l'arrêt et puis avant que ça redémarre, ça peut prendre plusieurs années. Mais c'est un peu dommage parce qu'il se trouve que Airbus était en très bonne position face à Boeing ces derniers temps. Hein, Boeing avait eu de très gros problèmes suite à une série d'accidents sur un de ses appareils et donc des appareils qui étaient cloués au sol. Et Toulouse était en train de prendre toutes les parts de marché. Donc voilà, il est quand même fort probable que Airbus reprenne, en tout cas les parts de marché quand ça va redémarrer, une partie des parts de marché de Boeing un peu plus rapidement. Mais bon, c'est sûr que pour le moment c'est chaud, hein, on va pas se mentir sur Toulouse. On va citer le cas de Lyon, qui vient de se faire un quartier d'affaires tout neuf. Alors voilà, donc là c'est pareil, hein, c'est pas bon parce que les locaux sont vides et puis a priori ils vont le rester. Et puis on a des villes dans lesquelles les emplois, il y en a déjà pas mal d'emplois détruits. Alors c'est Cannes, Nice, Montpellier, Toulon, La Rochelle, donc voilà, sans surprise les villes touristiques. Alors, juste pour terminer avec cette histoire d'immobilier commercial, même si évidemment les destructions d'emplois, ça impacte aussi l'immobilier résidentiel, hein, puisqu'il y a moins de projets quand les gens sont au chômage que quand ils ne le sont pas. Mais on va citer le cas de l'action Mercialis, alors Mercialis, c'est une entreprise qui justement fait de l'immobilier commercial. Alors c'est intéressant de regarder cette action parce qu'on a dit qu'il y avait un immobilisme de l'immobilier, l'immobilier était capable d'encaisser des mauvaises nouvelles sans qu'il y ait trop de changements dans les prix. Là, c'est une action. Donc du coup, on peut voir un peu ce que ça donne. Sur 5 ans, on voit une chute de 80%. C'est-à-dire que l'action, elle était à 20 euros et donc avant l'annonce du vaccin, elle était à 4 euros. Elle est remontée à 6, mais on se doute bien que c'est un peu de la spéculation. C'est-à-dire que les gens savent que ça va remonter, il faut regarder ce que ça va donner dans 3 semaines.
En tout cas, même si c'est à 6, belle gamelle, et c'est pas terminé, puisque finalement, les gros problèmes de l'immobilier commercial n'ont pas encore commencé. Et ça, c'est moins 80%, en sachant que finalement, ça concerne beaucoup les grandes surfaces. Les grandes surfaces, les centres commerciaux n'ont pas finalement souffert autant que les petits commerces de cette crise. Alors, on fait un petit focus sur l'endettement des ménages, qui est très important, et l'endettement des entreprises. Donc voilà, hein, on le sait, les taux étaient très bas. Tout le monde était en train d'investir un petit peu à droite à gauche, même dans des projets relativement peu rentables. Donc plus tu es endetté à l'approche d'une crise, et plus ça craint. Évidemment, il y aura un avantage ici pour les ménages qui ne sont pas encore endettés, et pour les entreprises qui sont restées raisonnables à ce sujet. En ce qui concerne l'investissement locatif, alors justement, hein, puisqu'on parle de dette, c'est les investisseurs les plus endettés. Il va falloir surveiller les défauts de paiement. Alors on n'a pas encore beaucoup de données sur les défauts de paiement, d'autant que justement pour le moment il y a le chômage partiel. Mais alors je suis désolé, la seule donnée que j'ai pour le moment, elle vient de M6 qui nous dit qu'il y aurait plus 15% de défauts de paiement de loyer, avec en focus les artisans, les auto-entrepreneurs et les étudiants. Donc pas étonnant, il n'y a pas eu de job étudiant cette année. Voilà, j'ai pas la source, j'ai rien, voilà, c'est du M6. Hein. Mais on a quand même une source un peu plus fiable, on a BNP Paribas qui a mis 1,2 milliard d'euros en provision au deuxième et troisième trimestre, et ça va augmenter a priori au quatrième trimestre et début 2021. Donc en provision pour pouvoir pallier à ces augmentations de défauts de paiement sur les assurances, sur les emprunts. Alors ils estiment que ça pourrait être entre plus 40 et plus 80% par rapport aux années précédentes. Alors, un petit focus sur le logement étudiant. Donc là, on a eu, au cours de la dernière décennie, et même presque les 2 dernières décennies, une inflation des diplômes colossale, avec des diplômes qui ne valent plus grand-chose. Donc jusqu'à maintenant, les parents pouvaient financer des études, et puis on pouvait se dire qu'on fait des études pour aussi, hein, pour la culture générale, pour ceci. S'il y a une crise, les parents seront quand même moins enclins à financer des études qui servent à rien. Et puis les élèves non plus. Alors en sachant que pour le moment il y avait une sorte de mensonge qui fonctionnait assez bien de la part des profs, des institutions même, des académies, en disant qu'il y avait des débouchés. Sauf que maintenant ça marche plus parce que les gens ils ont tous un grand frère ou même un parent qui a fait des études et qui a été déçu. Donc on peut s'attendre à une très grosse baisse de la demande étudiante. Hein. Maintenant, ça vaut presque plus le coup dans certains domaines de faire un CAP que de faire un doctorat. Ou en tout cas, c'est la tendance qui se décline avec le temps. Alors les villes étudiantes qui vont le plus en souffrir, malheureusement, c'est pas les mêmes qu'on vient de citer. Donc ça nous fait encore d'autres villes qui vont morfler. Si je prends le cas, par exemple, la ville la plus étudiante, c'est Nancy, avec 19,9% de population étudiante. Donc vous voyez que si ça baisse ne serait-ce que de moitié, c'est une catastrophe pour l'immobilier à Nancy. D'autant que l'immobilier étudiant, il est souvent détenu par les investisseurs locatifs qui sont très endettés. Et même s'il restait autant d'étudiants qu'avant, s'il y a une crise immobilière, les étudiants pourront plus facilement négocier des loyer à la baisse. Et maintenant, on va traiter un aspect qui est un peu moins cool, c'est la surmortalité liée au Covid et au papy-boom. Alors, un peu moins cool, mais il faut le faire. Alors, si on regarde au 20 novembre, maintenant, on a quand même bien avancé dans la deuxième vague du Covid, on peut entendre tout ce qu'on veut, je suis désolé, il y a quand même une nette surmortalité sur l'année 2020. Et en particulier chez les personnes âgées. Alors c'est les gens qui ont du patrimoine immobilier et ça donne lieu à des héritages. Les héritages, c'est quelque chose qui fait baisser immédiatement le marché immobilier. Hein. C'est un peu comme une liquidation judiciaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en difficulté, il va essayer de garder son bien au maximum le plus longtemps possible pour essayer de le vendre à un bon prix. Mais quelqu'un qui hérite, il se retrouve avec un bien sur les bras. Il y a des successions qui sont un peu compliquées. Alors ça dure longtemps une succession, mais justement on essaie de s'en débarrasser quand même le plus vite possible. On n'est pas forcément tout le temps d'accord, il y en a qui ont besoin d'argent, d'autres non,
Et puis, voilà, au final, ça finit par une vente pas chère pour essayer de vendre rapidement. Donc c'est quelque chose qui fait baisser le marché de l'immobilier, voilà, tout de suite. Il n'y a pas d'immobilisme là dans ce cas-là. Alors on va me dire que la surmortalité liée au Covid, finalement, c'est négligeable. Et en plus de ça, bah, s'il y en a un conjoint sur deux qui meurt, bah, voilà, c'est pas, ça provoque pas d'héritage. Bon, les gens qui ont plus de 80 ans, bien souvent, ils sont déjà veufs. Et si c'est pas le cas, bah, ils vont probablement déménager, basculer en EHPAD ou dans un bien plus petit, plus adéquat. Donc voilà, ça met des biens sur le marché, c'est une évidence. D'autant que voilà, cette surmortalité, elle est concentrée donc, chez les personnes les plus âgées. On a plus 31% par exemple sur la deuxième vague. Là. Plus 31% de mortalité chez les personnes de plus de 80 ans. Mais il y a aussi une incidence géographique. Globalement, si on prend sur la première et la deuxième vague, ben on se rend compte que ça touche la moitié est de la France. Donc voilà, dans les endroits les plus touchés, ça peut faire une surmortalité qui aura augmenté de 60%. Et donc là, ça vous fait quand même beaucoup de biens qui arrivent sur le marché d'un seul coup. D'autant, autre point sur cette surmortalité, que si vous voulez, on était déjà en surmortalité assez importante parce qu'on était en fin de vie pour le papy boom, malheureusement. Si je prends les chiffres de la mortalité depuis 2004 et que je les compare avec 2019, donc avant le Covid, on avait déjà une augmentation de 9% de la mortalité, donc c'est pas rien. Ensuite, il y a le cas des divorces. Alors, les divorces, moi, je les compte pas. Effectivement, il y aurait eu beaucoup plus de divorces pendant le confinement. Mais bon, un divorce, bien souvent, ça mène à la vente d'un bien et à la location de deux biens. Ça met des familles en difficulté. Alors oui, on va me dire que bon, ça fait plus de locataires. Moi, je veux bien. Mais je pense qu'il y a un avantage quand même, un effet plus lourd de la vente. Un bien à la vente, ok, ton investisseur immobilier, il aura peut-être quelqu'un à mettre en location dans son bien, mais s'il avait besoin là tout de suite de faire un bien, de vendre un bien pour avoir du cash parce qu'il a d'autres loyers impayés ailleurs, et ben le divorce en question, il va avoir généré une vente d'un bien à côté de chez lui. Et une vente d'un bien à bas prix, parce que les gens s'entendent pas forcément très bien, c'est pas du tout le moment pour vendre. Voilà, on peut avoir un bien qui valait 250 000, qui est vendu 180 000. Toi, derrière, tu arrives pour aller vendre ton appartement en investissement locatif, t'es quand même mal barré. Ok. Alors, on va citer encore une fois les zones touristiques, en particulier les zones touristiques qui accueillent des touristes étrangers, donc plus Paris et le sud de la France, en particulier la Côte d'Azur. Je pense qu'on peut faire une petite distinction avec la côte ouest, et notamment la Bretagne, et puis aussi tout ce qui est tourisme en campagne, parce qu'on a un tourisme patriotique qui s'est développé ces dernières années. Donc voilà, par exemple, il n'y a jamais eu autant de touristes en Lozère. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. La Lozère, c'est cool, mais voilà, bon, ça va peut-être pas durer très longtemps. Mais bon, c'est quand même un cas à part. Voilà. Et enfin, dernier point, on a un effet de seuil. C'est que dès que les prix vont commencer à baisser dans l'immobilier, on va avoir une baisse évidemment des achats, puisque les gens ne sont pas bêtes, même si les taux d'intérêt sont bas, ils ne vont pas acheter un bien dont le prix va baisser. Et donc, ça va mettre à l'arrêt des projets pendant 1, 2, 3 ans. Et ça va évidemment contribuer encore plus à flinguer les prix. Alors, en conclusion, après avoir fait ce travail, même moi, je suis carrément choqué. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à des fondamentaux aussi graves sur l'immobilier. Mais on a quand même des incertitudes, on ne sait pas trop ce qui va se passer au niveau des monnaies, au niveau des banques centrales. Et écoutez, ça pourrait bien se passer. Ça peut s'effondrer complètement et ça peut aussi être une petite phase. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'on peut prévoir, c'est que si jamais les banques centrales essaient de sauver le marché immobilier, c'est sur la monnaie qu'on va avoir énormément d'incertitudes. Et peut-être que ce serait avec des résultats encore pires, parce que voilà, on risque un effondrement des monnaies avec des conséquences catastrophiques. Alors, j'attends votre avis, et puis si vous avez des informations en plus, n'hésitez pas à me les